Bonsoir, merci à tous d'être présents chez Filigrane en ce vendredi en fin d'après-midi. Merci donc au public d'être présent, merci à tous les auteurs, donc on va tous les citer. Donc tout là-bas est Jean Bastide, Didier Poli à côté de lui, Julien Blondel, Robin Recht et Michael Moorcock sont là, plus mes deux collègues qui vont faire les traductions. Donc voilà, on va faire une petite interview. Dans la BD, il y a une préface qui est réalisée par Michael Moorcock, et, qui est un beau compliment aux auteurs de la bande dessinée. Et, ah merde. Autant pour moi. Donc je vais la refaire. Donc, la BD commence par une préface réalisée par Michael Moorcock, qui est un beau compliment aux auteurs de la bande dessinée, puisqu'il y est dit que la saga de l'albinos, qui est Elric le héros, que j'aurais moi-même écrite, enfin je vais la refaire, la saga de l'albinos que j'aurais moi-même écrite si j'y avais pensé le premier. Donc il dit que la version est meilleure que celle qui est faite dans l'ouvrage. Alors qu'est-ce que cette BD apporte en plus au récit original? La question. I think it's subtle, and I suppose, yeah, subtle changes in emphasis. There's a Il y a quelques subtils changements. Really the presentation of the whole culture, and I think some of the changes that I know are coming, I better not discuss now, because that would be a what's it called? Spoiler. Thank you. It's really, I suppose, just slight changes in the storyline, which I wish I had thought of when I was actually writing the book. En fait, il y a quelques changements très subtils dans la chronologie de l'histoire, on va dire, mais les réels changements importants sont à venir dans les futurs volumes de la bande dessinée, donc on ne va pas faire de spoiler ici, comme on dit, ce sera des découvertes à venir. And I suspect that I'll probably steal some of the ideas and put them in the next edition in English. Nobody will know. Et je présume que parmi ces améliorations qu'on trouve dans la bande dessinée, comme je les apprécie, je risque de les piquer pour les intégrer à un futur roman en anglais, mais comme ce sera directement en langue anglaise, personne ne s'en rendra compte. Alors, toujours dans la préface, vous expliquez quelque chose de fondamental, qui prouve que la fantasy n'est pas un sous-genre, mais que c'est bien un genre majeur qui a des choses à exprimer. Donc il y est dit que Michael Moorcock dit « Je suis venu à la science fantasy parce que j'appréciais la manière dont le genre pouvait être utilisé pour questionner le monde dans lequel je vivais et remettre en cause l'autorité. » Alors, comment est-ce que ça se marque dans la saga Elric? I think there's lots of ways, really. Partly, I was addressing the when I began writing the stories, which was 50 years ago. Well, they were being published 50 years ago. I was dealing partly with the British Empire and the way in which it had, in my view, become a decadent institution. Ce questionnement autour de la remise en cause de l'autorité et de l'impérialisme, en fait, s'exprime de beaucoup de manières différentes dans la saga d'Elric. La première fois que ça a été publié, c'était il y a plus de 50 ans, et à ce moment-là, j'étais en interrogation directe, on va dire, et en constat direct de la décadence de l'Empire britannique qui sortait tout juste de la Seconde Guerre mondiale. And also, I wanted to write about things in terms of the moral ambiguities involved, as well as my own personal conflict.
je voulais parler des ambiguïtés morales qui pouvaient y avoir, ainsi que de mes propres conflits intérieurs. And at the time I began writing them, it was, in some ways, it's a more humanistic form than, say, science fiction, but particularly science fiction as it was 50 years ago. D'une certaine manière, c'est un travail un peu plus humaniste que ce qu'était la science-fiction il y a 50 ans que je propose dans Elric. So it really was in lots of just little, very, very, very subtle ways, really, I suppose, that it appealed to me. Yeah, sorry, it appealed to me in a lot of different subtle ways, which somehow had the right resonance for me. C'était de manière assez subtile que je voulais exprimer ceci à travers les histoires d'Elric. And I apologize if that made no sense. I'm a little tired today. Je suis un peu fatigué, excusez-moi si mes propos ne sont pas tout à fait clairs. Alors, on va venir au personnage central de l'histoire, qui donne son nom à la BD et à l'intégrale de la saga, qui est Elric. Alors c'est un personnage particulier, à la tête d'un empire qui s'est forgé sur la destruction, la sorcellerie et sur le chaos. Il apparaît comme un personnage plutôt contemplatif, philosophe, pas vraiment en phase avec son peuple, les Ménilbonéens. C'est un personnage ambivalent, tiraillé, en froid, en doute, et qui dénote complètement dans le paysage. Alors comment crée-t-on ce genre de personnage, et que représente-t-il? Y a-t-il Michael Moorcock dans Elric? A great deal of me when I was 18 years old. It's part of the difficulty of writing the stories more or less backwards, because I killed him in the first novel. Dans Elric, il y a beaucoup de mots à 18 ans, mais c'est assez difficile d'analyser ça, puisqu'en fait, rétrospectivement, puisque en fait, j'ai tué Elric très tôt dans l'ordre des histoires que j'ai écrites. So I killed him when I was 21, and that was the 21-year-old me that I killed. And since then, I've been having to go, as the stories go backwards, I've had to find ways of the character developing more or less in sync with me. En fait, quand j'avais 21 ans, j'ai tué Elric. Alors j'avais commencé à écrire cette aventure à 18 ans, et en le tuant à 21 ans, je me suis tué moi-même, l'homme que j'étais à 21 ans. Donc ensuite, j'ai écrit d'autres histoires d'Elric, et en fait, c'est de façon rétrospective que je devais montrer l'évolution d'Elric par rapport à ma propre évolution. So as I have matured, however little I've matured, it's been somewhat difficult to bring the mature Elric to the younger Elric when I killed him. Well, when he was still a young man. Alors, comme j'ai grandi un petit peu moi-même au fil des années, ça a été un peu difficile d'essayer de transmettre cette maturité dans le personnage du jeune Elric, étant donné que je l'avais tué à 21 ans. C'était un exercice un petit peu compliqué. So I found ways of doing it, I think, but how convincing they are remains for you to decide. Je pense que j'ai réussi à m'en sortir, mais à quel point ce travail est convaincant, ça reste à vous de le juger. Alors on va aller un petit peu plus du côté de la bande dessinée particulièrement. Alors j'ai d'abord une question pour le scénariste, Julien Blondel. Est-ce qu'au niveau du scénario, c'est pas trop dur d'adapter une saga comme Elric? Parce que pour les gens qui ont lu le roman, ou même ceux qui ne l'ont pas encore lu, il y a certaines libertés qui sont prises. Mais alors, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut se permettre dans cet univers-là? C'est forcément dur parce qu'on s'attaque à quelque chose qui est mythique ou qui l'a été, qui le reste, qui est quelque chose qui nous a marqué quand on était adolescent. Donc rien que la première difficulté, c'est de se dire, ok, on va se lancer sur l'adaptation de Elric. C'est pas rien. Ça demande de relire, de réfléchir, de faire des choix. Et on en discutait entre nous avec mes camarades au niveau du dessin, des envies, des intentions.
La vraie difficulté, c'est de savoir où on met son curseur de respect à l'œuvre originale, en fait. Si on n'est pas assez respectueux, on dénature, on oublie certains fondamentaux sur la civilisation, le caractère d'un personnage, des moments clés de telle ou telle nouvelle. Et si on respecte trop, en fait, on fait une forme de plagiat illustré qui n'a pas vraiment d'intérêt, de pertinence en bande dessinée. Donc le premier travail, c'est de se recentrer sur Eric, tout simplement. C'est quand même le héros, c'est lui qui entraîne le monde autour de lui, et d'essayer de résumer ce qu'on a envie de faire passer comme message, comme grande ligne, comme aspect de Manny Bonnet, des personnages. Rien de dénaturé, mais pas plagié, je pense, sur la démarche. Alors, au niveau du dessin, maintenant, comment fait-on pour faire de cette BD un ouvrage unique, important, et pas une BD de fantasy de plus? Parce que moi, je vous explique la démarche. Quand j'ai vu arriver Elric, tu m'as dit Elric va arriver en bande dessinée, je me dis tiens, comment ils vont faire pour que dans la pléthore de parutions qu'on a à longueur d'année, ça soit un ouvrage vraiment important? Est-ce que le dessin apporte quelque chose de plus? Là, en fait, la vraie difficulté là-dessus, c'était de ne pas refaire effectivement des choses qui ont déjà été faites. L'Heroic Fantasy, des bandes dessinées d'Heroic Fantasy, il y en a vraiment pléthore. Pour faire la différence, c'est des choix graphiques, des orientations graphiques différentes. On a essayé de casser un peu les codes, de s'orienter vers quelque chose de plus dark, de plus adulte, là où la fantasy habituellement en bande dessinée est orientée plutôt pour les enfants, avec des codes très marqués, avec des monstres, des dragons, des orques, qui ont été démocratisés par le jeu vidéo. On a essayé d'apporter quelque chose de plus graphique, de plus travaillé, de plus noir. Et après, je sais pas si on a réussi, mais on a vraiment essayé de casser un peu les codes en revenant à la structure fondatrice de la fantaisie, c'est-à-dire les mythologies, les différentes civilisations. On s'est beaucoup inspiré, par exemple, des civilisations égyptiennes, aztèques, mésopotamiennes, pour trouver des formes, pour trouver des graphismes qui ramenaient à quelque chose de plus historique et peut-être essayer de rendre un peu crédible quelque chose qui ne pouvait pas l'être normalement. Et revenir du coup un petit peu à la première réflexion de Michael Moorcock, d'ancrer une réflexion sur son quotidien, mais dans un monde fantasy. J'ai pas grand chose à ajouter à ce que dit mon ami collègue Didier. En fait, il y a aussi une dimension, c'est que nous on a des intentions au départ qui sont portées par le plaisir qu'on a à travailler sur une licence qu'on a aimée et qui nous a fait rêver comme Eric. Alors on a plein d'intentions, mais après ça fait un peu ce que ça peut, quoi. C'est-à-dire que le résultat que vous voyez, c'est vous qui le jugez, si c'est original, si c'est beau, si c'est pas beau, c'est rien. Nous, on a fait le mieux qu'on pouvait pour respecter le plaisir qu'on avait eu à lire Elric. Le reste, c'est de l'huile de coude, du temps et ce qu'on peut, voilà. Avant tout. Ok, alors travailler à 4 sur une BD, ça doit demander énormément de coordination. Alors je vais vous demander comment vous allez travailler au jour le jour, pour que les égos de chacun et les univers de chacun arrivent à se compléter. Donc le travail à 6 mains, parce que c'est vraiment 6 mains, c'était assez naturellement, c'est-à-dire que globalement on a 3 styles vraiment très différents, qui sur le papier fonctionnent pas. Foncièrement ça fonctionne pas. Et il y a pourtant une alchimie qui s'est créée justement parce que chacun était dans son domaine de compétences et a essayé d'apporter le meilleur de lui-même dans son domaine de compétences, sans essayer de déborder à droite à gauche. Donc peut-être naturellement, on s'est réparti le travail et Robin, qui a vraiment une science de l'image, comment construire une belle image, comment raconter une histoire, s'est naturellement porté vers le storyboard. Et je lui ai facilement laissé la main là-dessus, parce qu'il est bien plus compétent.
moi j'amenais une forme de design, l'univers, parce que ça c'est quelque chose que je fais depuis des années, de créer des univers, d'apporter une forme de crédibilité à quelque chose qui ne l'est pas. J'apportais une rondeur de dessin qui n'était pas forcément compatible avec la noirceur du récit, et Robin du coup arrivait avec son ancrage derrière et ramenait du chaos, ramenait un graphisme et une énergie que mon dessin avait complètement gommé. Et Jean est arrivé par-dessus à retrouver certaines rondeurs où Robin était allé trop loin dans le côté agressif, et il a sublimé le tout par les couleurs. Et je pense que l'alchimie elle fonctionne parce que chacun a fait ce qu'il savait faire. Oui, c'est ça, pas grand chose à ajouter à ça, tout va bien. Tout à fait ça. Alors, ma question a une deuxième partie pour Michael Moorcock. Est-ce qu'il a suivi au jour le jour l'évolution de cette BD, aussi bien du point de vue graphique que scénaristique? No, I didn't follow it day by day because once the team had been agreed and I'd already seen everyone's work, there was no problem. Whatever they wanted to do was good by me because I could see they were good, clever people, and I knew that I would get a good interpretation. Alors non, je n'ai pas suivi le travail au quotidien parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai eu validé d'une certaine manière l'équipe de départ et vu le travail des uns et des autres, quand on m'a présenté qui étaient les aventuriers de cette adaptation, comme ça me semblait des gens plutôt talentueux et intelligents, j'étais en confiance et j'ai donné mon feu vert et l'aventure a commencé comme ça. And this has always been my policy, both as an editor and as a writer, that if the people are good, you don't start telling them what to do. They'll know what to do, and it'll be interesting. Ça a toujours été ma politique en tant qu'écrivain et en tant qu'éditeur, parce que pour l'anecdote, Michael Moorcock a été un très grand éditeur en plus d'être un écrivain, de faire confiance aux gens à partir du moment où ce sont des gens de talent. C'est-à-dire que quand les gens sont bons, il n'y a pas de raison de les contraindre et de les empêcher de faire ce qui, a priori, va être quelque chose d'intéressant et de réussi. Alors, dans les illustrations, à la fin de la bande dessinée, moi, il y a un truc qui m'a chipoté, c'est que vous évoquez Stormbringer, qui est l'épée d'Elric, qui n'apparaît absolument pas dans le premier volume, ça n'a pas lieu d'être, on est bien d'accord. Alors je me suis dit, mais est-ce que vous gâchez pas la surprise au lecteur? Parce qu'en plus, il y a une légende avec ce que représente Stormbringer dans la saga. Et là, je me suis dit, tiens, c'est dommage parce que on enlève la surprise que pourrait avoir le lecteur avec la suite des tomes, en fait. Et je me suis demandé pourquoi vous l'aviez mis. Alors, quand on travaille sur un projet comme Elric, on ne peut pas dissocier Elric de Stormbringer. Donc moi, quand j'ai essayé de m'immerger dans l'univers, quand les premiers dessins sont sortis, ça me semblait évident de réfléchir à Stormbringer en même temps que Elric. Effectivement, Stormbringer n'apparaît pas dans l'histoire, pour autant, elle fait partie intrinsèque du cycle, et c'est des recherches. On ne les a pas mis officiellement là, elles sont là, c'est des recherches, c'est des réflexions. Je peux vous assurer que ça ne ressemble pas à ça du tout au final, mais ça fait partie de la réflexion générale, et je pense que l'objectif de ce carnet de croquis à la fin, c'était ça, c'est-à-dire participer un petit peu à l'envers du décor, c'est comment on arrive à apporter quelque chose, à construire les personnages, et ce qui est intéressant, c'est quand les gens vont découvrir Stormbringer dans le tome 2, ils vont s'apercevoir de l'évolution qu'il y a eu entre ses premiers dessins et puis ce que ce sera au final. Comme Elric, on voit qu'il a évolué entre les premières recherches que j'ai faites et puis la tête qu'il a au final. Parce que c'est le fruit d'une discussion avec mes collègues, de recul par rapport à mes lectures, mes souvenirs de gosse, et de dire ouais non là,
En fait, je les sublimais comme ça à 16 ans, mais maintenant c'est plus comme ça, quoi. Et puis essayer de moderniser aussi les choses, c'est des romans qui datent maintenant et qui sont pas forcément avec une iconographie qui correspond à notre époque. Donc essayer de trouver quelque chose de moderne. Mais là, Stormbringer, effectivement, ça fait partie de la réflexion et je pense qu'elle devait être là quand même. Alors, les plus grands auteurs de fantasy ont évoqué ou écrit sur Elric. Pour ne citer que, il y a quand même Neil Gaiman, Frank Miller, qui est un des grands auteurs de Batman. Pour les francophones, Pierre Pével, Pierre Bordage, Fabrice Collin et j'en passe. Alors, je me suis demandé est-ce qu'à un moment, l'œuvre n'échappe pas à Michael Moorcock? Est-ce qu'elle ne devient pas plus qu'un simple roman? I suppose, sometimes I feel that the work is, or certain ideas of mine have been used badly, if you like. But generally, if the people are good, then they augment what I've done and improve on what I've done. I mean, there's a big difference between simple imitation and people of substance, who've got substantial talent themselves. They'll always add something. They'll bring something extra, or more than something extra, but quite a great deal more. Il m'est arrivé de regretter effectivement que certaines de mes idées soient reprises parce que c'était de mauvaises reprises. Et d'une manière générale, à partir du moment où l'emprunt, on va dire, la référence est sincère, voire même il y a une amélioration par rapport à ce qu'était mon propre travail, je l'accepte volontiers et je vois ça plutôt comme une évolution positive. So when somebody like Neil Gaiman or Alan Moore says that they were inspired by me, that's a great compliment to me because I believe they're great storytellers. Quand des gens comme Neil Gaiman ou Alan Moore disent qu'ils se sont inspirés de moi, c'est un très beau compliment parce que je pense que ce sont d'excellents narrateurs. On the other hand, sometimes you get people telling you that you've inspired their work and you feel you should go back and destroy your own work. Mais parfois, par contre, il y a certaines personnes qui vous disent qu'ils ont été inspirés par votre travail, et là vous vous dites je vais rentrer chez moi et détruire tout ce que j'ai fait. Alors j'ai plus qu'une seule question, qui est plutôt pour vous, qui est en rapport avec ce que je viens de dire. Je me suis demandé si c'était quand même pas difficile pour vous de passer après tous ces auteurs renommés, parce que voilà, l'amour c'est Before Vendita, Neil Gaiman c'est plutôt d'ouvrages en fantasy et en SF. Donc je me suis dit qu'il y a quand même avoir une certaine pression à pas se planter, quoi. Je pense qu'on a tous pris avec humilité notre travail et beaucoup de recul. On n'a pas essayé de se comparer à ces gens-là, on a essayé de faire honnêtement notre travail. C'est effectivement, ça peut être un peu intimidant de se dire on passe derrière des Mignola, des Brom, des Drouillet, mais je pense que ça ne nous a jamais effleuré de se dire on va être comparé à eux, on a juste essayé de faire honnêtement notre travail avec notre niveau, notre cœur, et tant mieux si les gens nous comparent à ces grands noms, quelque part on a réussi notre pari, mais je pense que, pour ma part en tout cas, j'ai jamais eu cette pression-là, puis je me suis jamais même dit je vais tenter de battre Mignola ou Baudouillet. C'est juste fait ce que la lecture me faisait ressentir, et puis voilà, après c'est sorti comme sorti, après et ça sera accueilli comme vous voudrez, mais en tout cas nous on a essayé de le faire, je pense, avec le plus de cœur possible. Oui, c'est vrai que c'est une partie pour moi parce que je suis arrivé un petit peu en cours de route et j'étais celui qui connaissait le moins l'ouvrage et l'univers. Et en fait, j'ai appris à aimer petit à petit aussi au fur et à mesure des pages.
Et c'est vrai que, comme vous disiez, on a tous eu beaucoup de cœur à ce qu'on faisait, et c'était surtout à ça qu'on pensait en le faisant, c'est au plaisir qu'on avait à travailler sur cet univers. Et pour ma part, c'était vraiment que ça, quoi. Il y avait vraiment beaucoup de plaisir à travailler, et c'est ça que j'en retire en fait, quoi. Et globalement, je pense qu'on a tous eu la même sensation quand on a travaillé sur cet album, c'est qu'on n'a pas cherché à faire autrement, mieux, moins bien. On n'a pas relu ce qui a été fait sur Elric. Je pense que même à nous quatre, on ne sait même pas tout ce qui a été fait sur Elric, traduit en bande dessinée, en roman, en différents projets. On s'est vraiment juste attaqué à Elric. C'est déjà assez intimidant comme ça pour en plus être intimidé par des Mignola et des Dorier. Et on n'a pas cherché à se différencier ou à relire ou à rejuger d'autres adaptations, d'autres suites, d'autres travaux dans l'univers d'Elric, parce que l'important c'était d'arriver à une vision commune, intéressante et pertinente en bande dessinée d'Elric en fait, au niveau scénario, graphique, respect de l'univers, etc. Je dirais qu'on ne s'est pas embarrassé, qu'il n'y avait pas besoin d'aller relire ou se comparer aux illustres anciens. Ouais, pour conclure sur avec les trois autres co-auteurs, je pense que pour faire ces boulots-là, il faut une bonne dose d'inconscience et d'impertinence en fait, parce que si en tant que personne, j'avais pensé aux milliers et milliers de lecteurs qui, comme moi, avaient aimé Elric, pourquoi est-ce que j'aurais la prétention de leur proposer quelque chose? La réponse n'est pas facile à trouver en fait. Donc je me mets pas sur ma table de travail en pensant à cette... j'ai une totale inconscience, parce que sinon je ne travaille pas. L'album, le livre est suffisamment important pour exister par lui-même. Moi, on m'offre la possibilité de donner ma vision, j'adore cet univers, je la propose, mais c'est en totale inconscience. Après, je me rends compte des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Putain, les gars, vous avez fait un travail formidable, hein. C'est pas comme ça que je le voyais, mais c'est vraiment, vraiment étonnant. » Et là, je me rends compte et je dis, mince, c'est vrai qu'on avait une énorme responsabilité vis-à-vis de tous ces gens-là, mais heureusement, moi en tout cas, j'y ai pas pensé pendant que je le faisais, parce que sinon on ne fait pas, c'est trop, quoi. Voilà, merci beaucoup à tous les auteurs d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous d'être venus. Pour conclure, je vais juste vous dire que si vous ne connaissez pas Elric, lisez-le, aussi bien en BD qu'en roman. Si vous ne connaissez qu'un seul des deux, lisez l'autre. Vous allez voir plein de choses différemment, enfin c'est en tout cas un autre prisme. C'est pour des ouvrages comme ça que moi je fais ce métier-là, parce que c'est vraiment, vraiment excellent, aussi bien au niveau de la BD qu'au niveau du roman. Donc je vous invite vivement à lire ces ouvrages. Voilà, donc on n'aura pas le temps de faire des questions-réponses, je suis vraiment désolé. Par contre, on a encore 20 minutes jusqu'à 7 heures pour que vous puissiez encore avoir l'une ou l'autre dédicace et l'un ou l'autre dessin s'il y a moyen. Il faudra juste qu'à 7 heures vraiment on arrête. Je remercie tout le monde d'être venu. Voilà.